Test micro. Bon, d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de parler de recherche et aussi de mon parcours personnel. Donc, pour commencer, moi, c'est Amidou Sawadogo à l'état civil. J'ai 27 ans. Mon origine, je dirais que je peux le voir sur deux angles. Sur le plan administratif, je suis burkinabé. Si vous voulez voir ce qui est écrit sur mon passeport comme nationalité, je suis burkinabé. Moi, j'ai commencé mes études en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai fait toute ma vie d'enfance jusqu'à mes 18 ans, où j'ai eu mon bac. Et après ça, je suis allé au Burkina, mon pays d'origine. Et là-bas, j'ai fait les 4 premières années à l'université en sciences économiques. Et j'ai eu mon diplôme de maîtrise. À l'époque, il n'y avait pas encore le système LMD, donc on était tous dans l'ancien système. Et quand j'ai eu mon diplôme, l'université au Burkina a un partenariat avec l'IAE ici, avec l'UPEC. Et c'est dans ce cadre-là, puisque chaque année, les 3 meilleurs étudiants, on les proposait s'ils avaient envie de continuer leurs études, de venir continuer en France. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu venir en France pour continuer à l'IAE. Et je suis arrivé ici en septembre 2018 et j'ai eu mon master de recherche. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le M2CER. Et après ce master-là, on m'a proposé d'intégrer l'école doctorale. Et ça m'a intéressé tout de suite. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé mes études de doctorat en septembre 2019. Et là, je suis à la 4e année. Et pour parler de mon parcours professionnel, je dirais que après ma maîtrise au Burkina, j'ai travaillé en tant que commercial pour commencer. Puisque c'est une maîtrise en sciences de gestion, j'ai été accepté dans une banque sur place au Burkina pour être commercial. Et j'ai fait 1 an de contrat où on vendait des produits à des particuliers. C'était des produits digitaux, on faisait du porte-à-porte, on proposait nos produits. Et après ce contrat-là, j'ai eu un autre poste, un CDD, pour être conseiller clientèle dans une autre banque, toujours au Burkina. Et là-bas, je faisais toujours de la prospection et je recevais les clients aussi en agence. Je faisais les opérations de transfert, de change, tout ça sur place. Et là, j'ai fait 6 mois et j'ai démissionné en septembre 2018 pour, comme je le disais, pour reprendre mes études ici. Et, comme je le disais, pour mon origine, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a qu'une seule origine, c'est la race humaine. Je dirais que je suis hybride, j'ai un côté ivoirien, un côté burkinabé, un côté français, parce que j'ai eu la possibilité, j'ai eu l'opportunité de côtoyer ces 3 cultures-là. Et aujourd'hui, je dirais que je suis juste un humain. D'abord, comme je l'ai dit, j'ai obtenu ma maîtrise, peut-être que je ne l'ai pas dit, en 2016 au Burkina. Et à la fin du diplôme, j'étais parmi les 3 premiers de la promotion. Et, et il faut dire que jusqu'à présent, l'université de Burkina, au Burkina, à l'université de Burkina, il y a le département de gestion qui manque d'enseignants en fait, d'enseignants en gestion. Et donc l'université a trouvé des partenariats. Et parmi ces partenariats, il y a le partenariat qu'ils ont signé avec l'UPEC à travers l'IAE. Et à travers ce partenariat, l'université de Burkina faisait venir des étudiants chaque année pour ceux qui veulent continuer en recherche, en espérant que après leur master, ils continuent en thèse et qu'ils puissent venir aider, si je peux le dire ainsi, qu'ils puissent venir aider le laboratoire de gestion qui est sur place parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'enseignants, ça fait qu'il y a des cours qui se chevauchent sur plusieurs années, peut-être le cours, un cours qui devait, disons pas un cours, je dirais une formation, c'est-à-dire un master qui devait se faire sur 1 année, par manque d'enseignants, finalement, ce même master peut être fait soit en 1 année et demie, voire 2 ans, peut-être même plus. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'université m'a proposé ce projet-là, si je veux continuer mes études dans le cadre d'un master de recherche à l'UPEC ici. Et à l'époque, j'avais 4 opportunités qui s'offraient à moi. D'abord, puisque je travaillais en banque, j'avais la possibilité de continuer en tant que fonctionnaire, en tant que cadre de banque.
J'avais également la possibilité de continuer dans une autre université au Burkina qui proposait c'était un master professionnel, c'était pas orienté recherche. J'avais aussi la possibilité de continuer mes études à Genève. Il y avait une université avec laquelle je discutais. C'est vrai que les discussions n'étaient pas beaucoup avancées, mais on m'avait déjà demandé si j'avais un projet de recherche, si j'avais un projet professionnel, et ils m'ont demandé de constituer mon dossier. Et il y avait ce master-là que l'UPEC aussi me proposait à travers le partenariat. Et donc, mon choix de l'UPEC s'est fait à partir de plusieurs critères. Premièrement, il y avait la possibilité du fait que je pouvais faire de la recherche, parce que c'était un master de recherche. Donc, j'avais la possibilité de poursuivre mes études en recherche. Et qui dit recherche dit je peux dire ainsi, plus de connaissances, parce qu'en recherche, l'étudiant, il se construit lui-même en fait. Il construit quelque part, il construit lui-même sa connaissance, parce qu'il fait de la recherche comparativement à un master professionnel où vous êtes plus dans le cadre où on vous présente des connaissances, on vous donne beaucoup de contenu, même si ce sont des contenus à lire, des contenus à investiguer, mais derrière vous êtes contrôlé par le programme. La différence, ce qui marque la différence avec le master de recherche qui est plus orienté on va dire, l'étudiant lui-même, il est un élément de la recherche parce qu'il fait de la recherche pendant toute la formation. C'est lui-même qui construit, son projet et à la fin, son projet, même, il peut peut-être le présenter lors d'une conférence, lors d'un colloque. Voilà. Il y avait un autre critère, c'était le fait que je pouvais me faire financer par... Il y avait une bourse qui existait, que je pouvais me faire financer par le gouvernement français. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la bourse Gustave Eiffel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais c'est une bourse qui existe et qui permet aux étudiants de venir étudier en France en se faisant financer par le gouvernement français. C'est tous ces critères-là qui ont fait que j'ai décidé de choisir l'UPEC et de venir à l'IAE. Sur le plan administratif, j'ai le statut de doctorant, mais avec des missions d'enseignement. D'avoir donné des cours à côté de mon doctorat, il y a plusieurs avantages. Le premier gros avantage, c'est que déjà, c'est bon pour mon CV. Parce que quand on devient doctorant, il faut voir le parcours de doctorant comment dire, comme une expérience professionnelle. Parce qu'en tant que doctorant, on fait de la recherche. Donc, c'est comme si on est en contrat d'apprentissage. Quand vous finissez votre doctorat, normalement, quand vous finissez, la recherche ne doit plus avoir de secret pour vous. Vous devez être totalement autonome pour faire de la recherche. C'est-à-dire que vous êtes tout de suite apte à travailler. Pas besoin de faire peut-être une formation à côté pour faire de la recherche. Donc, quand vous donnez des cours, c'est bon pour votre CV. Parce qu'aujourd'hui, les universités ne recrutent pratiquement plus seulement des chercheurs. On a besoin de gens qui vont faire de la recherche, bien sûr, mais des gens qui vont enseigner les étudiants qui seront là. Donc si vous donnez des cours déjà, dès que vous finissez votre formation, vous avez le côté chercheur, vous avez fait de la recherche, puisque vous avez mené des recherches lors de votre doctorat, donc vous avez donné des cours. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est que quand vous faites de la recherche, quand vous donnez des cours, vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir accès à un terrain, en griffe. C'est-à-dire tout ce que vous faites dans votre recherche, vous pouvez, par exemple, essayer de vérifier cela auprès de vos apprenants, en fait, vos étudiants. Je prends un exemple. Je vais faire une expérimentation, par exemple, je vais voir l'impact du packaging sur l'intention d'achat. Pour voir est-ce que si j'utilise un emballage en carton, est-ce qu'il aura un impact plus positif que si j'utilise un emballage en plastique, par exemple. Ça, c'est une hypothèse que je formule dans le cadre de ma recherche. Mais pour la tester, il me faut un terrain. Et je peux décider de donner cet exercice-là à mes étudiants. Souvent, c'est déguisé en forme d'exercice pour dire, c'est un exercice d'application, on va appliquer tout de suite. Je vous présente les deux packaging, les deux emballages. Et je demande aux étudiants, quel emballage préférez-vous? Pour vous, c'est un exercice simple. Mais derrière, pour l'enseignant, votre enseignant, ça peut être un test réaliste pour voir, entre les deux emballages, quel emballage a plus d'impact sur les doctorants. Et donc, il peut utiliser les résultats qu'il aura obtenus dans le cadre de cette expérience dans sa recherche. Donc, c'est un deuxième point. Enseigner vous permet d'avoir accès souvent à un terrain qui va vous permettre de tester vos hypothèses, de mener vos recherches. Le troisième point de l'enseignement, c'est que quand vous enseignez, c'est l'opportunité pour vous de présenter vos recherches, vos résultats, les résultats de vos recherches. Vous avez fait vos recherches, vous l'avez présente à une conférence. Vous pouvez aussi présenter cette trouvaille-là avec vos étudiants. Donc, les cours que les enseignants construisent, en général, c'est formé par les résultats qu'ils ont obtenus dans le cadre de leur recherche. C'est ce que vous avez obtenu comme résultat sur le terrain que vous présentez aux étudiants pour dire... C'est la raison pour laquelle on dit qu'à l'université, d'une année à une autre, souvent, les cours changent parce que
on enseigne ce qui est vraiment, c'est vrai qu'on enseigne ce qui est passé, mais on enseigne ce qui est vraiment d'actualité pour dire, voici ce qui se passe actuellement sur peut-être la bourse de New York. Il y a 100 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on vous dit, voilà ce qui se passe. Je prends le cas simple où avant les bourses du monde n'étaient pas synchronisées. Aujourd'hui, c'est pas possible. Avant, on pouvait faire de la spéculation. J'achète des dollars, peut-être aux États-Unis, je revends sur la bourse au Japon. Parce que le temps que le Japon ait l'information du cours du dollar, peut-être j'aurai le temps d'engranger quelques centimes ou quelques. Donc, les gens pouvaient spéculer comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va vous enseigner ça à l'université aujourd'hui pour dire que peut-être il y a 100 ans c'était possible, mais aujourd'hui, vu que les bourses, tout est synchronisé, euh, le même cours du dollar sera affiché sur disons, sur toutes les places, dans toutes les bourses du monde. Donc, ce sont les nouvelles trouvailles des enseignants qui seront présentées aux étudiants. Donc, ça permet aussi de vulgariser la connaissance qu'on a trouvée, on a produite. Donc, voilà trois avantages de donner des cours, même en étant un doctorant. La recherche, au sens strict, la recherche, on peut la définir comme une activité intellectuelle qui consiste à produire de la connaissance. De façon stricte, c'est ce qu'on enseigne, comme je l'ai dit, en philosophie des sciences, lorsque vous commencez à vous intéresser à un parcours de recherche, on va vous dire, la recherche consiste à produire de la connaissance. Mais au sens là, je pourrais dire que la recherche, c'est une activité intellectuelle qui consiste à comprendre et à expliquer des phénomènes qui existent. Et ces phénomènes-là, l'explication de ces phénomènes doit être utile, doit servir quelque part à quelqu'un dans la société. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, oui, je vais faire une expérience entre les emballages, comme le cas que j'ai pris tout à l'heure, pour voir quel emballage a le plus d'impact. Et finalement, ça ne sert à rien. On se demande, bah, vous faites cette recherche, pourquoi? Finalement, une recherche, c'est vrai que elle consiste à comprendre des choses, à expliquer des choses sur lesquelles on se pose des questions, sur lesquelles on n'a pas encore accès disons, à la connaissance. Mais finalement, ça doit servir à quelqu'un dans la société. Le cas des emballages que j'ai pris, par exemple, ça peut servir peut-être aux entreprises qui travaillent sur peut-être des produits particuliers. Donc derrière cette production de la connaissance-là, doit avoir un intérêt pour quelqu'un dans la société quelque part. Aujourd'hui, je décide de faire une recherche sur peut-être l'utilisation des déchets pour la fabrication du biocarburant. Quel intérêt ça peut apporter à quelqu'un? Donc, par exemple, dans ce cas, ça peut être peut-être ça va réduire la pollution, peut-être. Peut-être que je dis pas que c'est peut-être, je dis pas que c'est vraiment le cas, mais peut-être qu'en utilisant les ordures pour produire du biocarburant, ça pollue moins. Donc, ça peut être une idée qu'on va avancer pour dire, voilà, voici l'intérêt de faire cette recherche-là. Et donc, une recherche doit avoir un intérêt pour plusieurs raisons. Déjà, ça vous permet de légitimer votre recherche. Pour dire, ma recherche, elle est légitime, elle est valable parce que voilà, elle va servir à faire ça. Deuxièmement, elle doit avoir un intérêt parce que ça vous aide aussi à avoir des financements. Parce que vous décidez de faire une recherche, vous pouvez ne pas avoir le financement nécessaire pour faire cette recherche. En sciences sociales, on ne sent pas cela vraiment, mais dans les sciences, les sciences dures, peut-être, ou les sciences expérimentales comme la médecine, on a besoin peut-être, je sais pas, de construire tout un laboratoire avec des microscopes. Il faut acheter peut-être des ordinateurs spécifiques, tout ça. Donc, c'est un budget souvent qui peut être très élevé. Et là, il faut un financement. Donc, si vous arrivez à montrer que votre recherche a vraiment de l'intérêt, et que la connaissance que vous allez produire va vraiment servir à une personne particulière. Quand je dis une personne, c'est pas forcément un individu, ça peut être une personne morale, ça peut être même pour peut-être l'environnement, ça peut être aussi même la faune, ça peut être les animaux, la flore, la protection des animaux. Donc, il faut prouver derrière que votre recherche va derrière servir à quelqu'un. Donc, après, une question qu'on peut se poser quand on dit production des connaissances, elle se dit, c'est quoi la connaissance finalement? C'est quoi la connaissance finalement? Donc, c'est là que la philosophie va jouer un rôle, comme on appelle, en recherche, on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire
C'est se demander, finalement, quand on dit je produis de la connaissance, je prends un cas très concret, le cas de la planète Terre. Au départ, avec l'Église, avec le clergé, on disait que la Terre est carrée, la Terre c'est une surface plane, c'est carré. Après, il y a eu les scientifiques comme Copernic, Galilée qui sont venus, qui ont dit que finalement, on regarde, on voit que la Terre, elle est, elle est ronde. Donc au départ, on avait une première connaissance. C'est-à-dire que la Terre est carrée. Tout le monde considérait que la Terre elle était plate, elle avait une surface plane, elle était carrée. C'était une connaissance. Et après, quand Copernic, disons, quand les chercheurs, les physiciens sont arrivés, ils disent que la Terre est ronde. Là, c'est une deuxième connaissance qui est construite. Maintenant, après, ce que les chercheurs vont essayer de... il y a deux concepts qu'ils vont essayer de confronter, c'est connaissance et réalité. Est-ce qu'une connaissance est vraiment la réalité? Est-ce qu'une connaissance est vraie? Donc, on peut construire une connaissance, on peut avoir une connaissance, mais qui n'est pas vraie. Quand on prend le cas de la Terre, comme je le dis, il y a une connaissance qui dit qu'elle est plate, elle est carrée, et une connaissance qui dit qu'elle est ronde. Mais chacun doit apporter les preuves pour, pour montrer si sa théorie ou si sa connaissance, elle tient. Donc chacun va apporter sa preuve. Et aujourd'hui, on a des satellites, des satellites qui sont en orbite et qui permettent de mieux voir la forme de la Terre. Et c'est ça qui va finalement trancher pour dire, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle n'est même pas carrée, elle n'est ni ronde, elle n'est même pas ronde non plus. Finalement, elle est ovale. Elle est bombée au niveau des pôles. Donc, vous voyez que la connaissance, elle évolue. Elle évolue et à chaque fois, il y a une nouvelle connaissance qui s'ajoute à la connaissance qui existait. Et on va se demander laquelle est vraie. On peut affirmer une chose qui ne soit pas vraie. Seulement, il faut, en science, en recherche, il faut apporter les preuves de ce qu'on dit. Et finalement, on va se dire, la connaissance, finalement, elle sera vraie lorsqu'on aura les preuves que ce que vous dites là est vrai. Et après, il y a une autre opposition qui se fait, c'est que au départ, on a ce qu'on appelle les positivistes, c'est-à-dire des chercheurs qui pensent que la connaissance, elle est unique. Dire finalement, il y a une seule connaissance qui soit vraie. Si on dit que la Terre elle est ronde, elle n'a pas une autre forme. Après, il y a ce qu'on appelle les constructivistes, qui vont dire finalement la connaissance, il y a plusieurs connaissances. Plusieurs connaissances peuvent exister à la fois. Donc, on peut avoir, ils peuvent dire que la connaissance, elle se construit en fait par les acteurs. C'est-à-dire le chercheur lui-même, en tant qu'acteur de la recherche, contribue aussi à cette création, à cette construction de la connaissance là. Donc finalement, il y a une opposition qui se fait entre les positivistes qui vont penser que la connaissance elle est unique, on arrive à la montrer, et il y a les constructivistes qui disent cette connaissance elle est relative finalement. Elle est relative finalement à un contexte. C'est pas parce que par exemple en Europe on mange avec des fourchettes que ça veut dire peut-être qu'en Afrique ou en Asie on mange avec des fourchettes. Donc cette connaissance là, elle est construite par l'acteur. Et elle est relative. Donc finalement, il y a ces deux oppositions-là qui se font. Donc finalement, la recherche, elle a pour objectif de construire de la connaissance. Et maintenant, là où le débat va se poser, c'est comment est-ce que je perçois cette connaissance-là? Parce que finalement, on veut une connaissance qui soit valable, qui soit utile et valable pour quelqu'un dans la société. Quand je dis quelqu'un, comme je l'ai dit, pas forcément une personne physique, mais ça peut être une entité, ça peut être l'environnement, ça peut être la société, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne physique également, ça peut être... Mais elle doit être utile quelque part. Alors, pour devenir chercheur, je dirais, c'est vrai qu'il y a un parcours classique, mais je dirais que pour être chercheur, d'abord, il faut être à l'université. C'est pour ça que beaucoup de lycéens, après le bac, ils veulent coûte que coûte aller à l'université parce qu'à l'université, on a la possibilité soit d'aller dans la recherche, soit aller dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, c'est vrai, les écoles de commerce proposent aussi des parcours de doctorat. Donc, à l'époque, c'était franchement l'université qui ouvrait les portes
à la recherche. Même quand je le dis, même si Einstein n'a pas vraiment été à l'université, et qu'il aujourd'hui c'est l'un des, quand on dit la recherche, quand on parle de, excusez-moi, quand on parle de connaissances, on parle de génie aujourd'hui, on voit Einstein, même si il n'a pas vraiment été accepté en tant que tel dans une université pour se faire former comme chercheur. Parce que, il a décidé de se former lui-même. Donc, comme je le dis, il faut être à l'université. Ça, c'est un premier point. C'est le chemin classique, comme je le dis. Et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres chemins, peut-être qu'on pourra en parler. Et deuxième point, il faut vraiment euh, aimer ce qu'on fait à l'université. Il faut surtout pas négliger de matière, il faut pas négliger de parcours, il faut rien négliger en fait. Parce qu'il faut se dire que tout ce qu'on vous enseigne à l'université peut vous servir un jour ou l'autre. Je vais vous donner mon cas, je vais vous donner l'exemple de mon cas particulièrement. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac purement scientifique, hein, un bac, l'équivalent ici, c'est le bac S. En Côte d'Ivoire, on l'appelle bac C. Purement scientifique. J'aimais pas du tout tout ce qui est, voilà, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est littérature, j'aimais pas du tout parce que pour moi, c'est difficile à critiquer, c'est difficile, pas critiquer, c'est difficile à convaincre en fait. On a de plus de mal à convaincre quelqu'un en philosophie, en littérature qu'en science. En science, bah, quand c'est ça, c'est ça. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, moi, à l'époque, j'aimais pas du tout. Mais, c'est vrai que j'aimais pas, mais je me forçais à comprendre les cours au moins. Parce que je me dis que si on me l'enseigne au lycée ou à l'université, c'est que c'est utile quelque part. Ça peut me servir un jour. Donc, je me torturais à les apprendre, même si c'est vrai, c'est difficile. Mais je me forçais à le faire. Et en licence, quand je suis arrivé à l'université, c'était pareil aussi. Il y avait des cours d'anthropologie, des cours de sociologie, il y avait des cours de management aussi, des cours qui sont un peu théoriques aussi, que j'aimais pas trop, mais comme d'habitude, je me forçais à les apprendre, à les comprendre. Je me limitais pas seulement aux probabilités, aux mathématiques. C'est vrai que j'aime ça, mais bon, euh, derrière, je me dis que les autres aussi vont me servir un jour. Et c'est quand je suis arrivé en master que j'ai compris que finalement, quand on veut faire de la recherche, on ne peut pas se passer de la philosophie. C'est pas possible. Parce que déjà, quand vous commencez, si vous intégrez un programme de master, l'un des premiers cours que vous allez avoir, c'est le cours de philosophie. On vous dit déjà, la science et la philosophie, c'est des trucs qu'on peut pas les disséquer. Dans la science, il y a de la philosophie. Donc, vous êtes obligé euh, d'aimer quelque part cette matière-là. Et vu que bah, je me forçais à les apprendre, c'est vrai qu'au départ c'était un peu difficile, mais j'ai compris finalement j'ai pris goût euh, à ça, j'ai pris goût à tout ce qui est littérature, tout ce qui est, disons, philosophie. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de facilement m'intégrer dans le programme de formation en doctorat. Et donc moi je dirais que pour être chercheur, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être forcément à l'université, même si c'est, disons, le principal chemin, le chemin le plus facile pour être chercheur. Mais il n'y a pas qu'un seul chemin. Mais pour devenir chercheur, si vous voulez si vous voulez avoir plus de chances d'être chercheur, c'est mieux de venir à l'université, si vous avez la possibilité. Dans, dans mon métier de chercheur, ben, la partie finale, hein, quand on a fini de faire la recherche et euh, que on postule, je ne vais pas postuler, et qu'on propose notre papier, nos résultats à une conférence ou à un colloque et qu'on est accepté, ben, finalement, c'est cette partie qu'on adore le plus parce que on a la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Parce que quand on va pour des conférences, je prends un exemple. Je suis allé une fois en Italie, à Rome, pour présenter mes travaux de recherche. Et là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, d'autres chercheurs, d'autres doctorants, d'autres enseignants, qui eux aussi viennent présenter leurs travaux. Donc finalement, on est content d'être dans ce milieu-là, dans le milieu scientifique. On est content d'aider contribuer quelque part à la connaissance, à la recherche. Et aussi, ben, après, il y a tout ce qui va avec. On a la possibilité de faire du tourisme tout frais payé. Parce que c'est ça, finalement, c'est la récompense de la recherche, c'est ça. Je me rappelle qu'à Rome, j'ai pu visiter toute la ville.
J'ai été dans des restaurants, je ne dirais pas de 5 étoiles, mais des restaurants que moi, personnellement, je me serais pas permis en tant que doctorant. Donc, derrière, j'ai pu avoir un séjour tout frais payé, billet d'avion, tout. Et j'ai pu rencontrer d'autres personnes pour échanger sur peut-être des sujets qui pourraient nous intéresser, qui pourraient intéresser d'autres personnes. Donc, cette partie-là, on l'aime bien. Quand tout est fini, on lève le verre, on est content, on est tout content. On oublie un peu que souvent on a été dans des difficultés pour arriver là. Maintenant, ce que je n'aime pas dans la recherche, je ne peux pas dire que je n'aime pas parce que je dis, je l'ai accepté, mais pour dire, ce que je trouve difficile, si je peux le dire ainsi, ce que je trouve difficile dans la recherche, c'est le fait que souvent, on a l'impression que, à un moment donné, on a l'impression que on ne fait plus, comment dire, euh, on a atteint la limite en fait. Une anecdote qui est très drôle, je sais que vous allez rire d'ailleurs. C'était en Italie quand je suis allé pour la conférence. Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais c'était en anglais. Et moi, franchement, mon niveau en anglais est catastrophique en fait. Et disons, je vais dire au niveau oral. Parce que maintenant, avec tout ce que j'ai pu faire depuis mon master, j'ai pu avoir un bon niveau à l'écrit et aussi à la lecture. Là, j'ai pas de problème. Mais à l'oral, franchement, c'est catastrophique. Et je me rappelle que je présentais il y a un moment donné, je me suis demandé, mais attends, est-ce que c'est de l'anglais que je parle là ou c'est une autre langue que je viens d'inventer? Et franchement, ça m'a fait rire à la fin, mais en même temps, ça m'a attristé. Je me suis dit, je ne peux pas dire que je suis un chercheur et je ne maîtrise pas, moi, j'ai même pas un minimum concernant la langue, la première langue utilisée dans le monde de la recherche, l'anglais. Ça m'a attristé. Je me suis dit, j'ai tout donné comme objectif. Je dis, avant ma soutenance de thèse, il faut qu'au moins j'ai un minimum de niveau oral en anglais. C'est vrai que ça fait rire, mais quand on est en face quand on est au pied du mur, comme on dit, on se rend compte que finalement, c'est pas aussi simple. Donc, c'est. Voilà, c'est l'anecdote. Donc, c'est que je peux donner, à travers voilà, ce cadre que vous me donnez, je peux donner comme conseil à tous ceux qui ont envie de faire de la recherche, de franchement s'y mettre, surtout en anglais. Parce que c'est la première langue, surtout lorsque vous quittez la France. Même pas quitter en France, il y a des conférences qui se font en France, mais qui sont totalement en anglais. Et je pense que vous le voyez très bien, il y a des masters ici, même à l'IPEC ici, qui sont typiquement en anglais. Donc, dès que vous sortez de la France, ne vous dites pas qu'il y aura du français. Hein. C'est vrai, on peut vous demander de donner vos contributions en français, mais lors de la présentation, si vous allez faire un PowerPoint et présenter devant tout le comité scientifique, et finalement, ils vont vous poser des questions, ils vont essayer de comprendre des choses. Et tout ça, c'est en anglais. Donc, tous ceux qui veulent faire de la recherche, l'un des critères à prendre en compte, moi, c'est vrai que je suis dans la recherche, mais je peux dire que le fait d'avoir beaucoup plus de compétences dans d'autres domaines, ça m'a aidé à être dans la formation doctorale. Mais il y a des laboratoires qui existent, qui vous avez un minimum de niveau en anglais pour pouvoir intégrer la formation. Donc, un conseil, c'est franchement de ne pas négliger l'anglais. Si vous avez la possibilité d'apprendre la langue, n'hésitez pas, parce que c'est pas seulement l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui exigent un TOEIC, je sais pas, exceptionnel pour être accepté, mais c'est pas seulement que. C'est vrai que dans la recherche, on n'en parle pas vraiment, ouvertement, mais lorsque vous commencez, vous vous rendez compte que finalement, si vous n'avez pas ça, vous serez limité en fait. Vous aurez peut-être peur de proposer vos papiers à des conférences internationales. Vous allez vous limiter seulement à des conférences qui soient, à certaines conférences nationales, parce qu'il y a des conférences nationales qui sont, bien sûr, en anglais. Donc voilà, un peu ce que je peux dire. Le dispositif, moi personnellement, peut-être que je suis mal placé pour répondre à cette question. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez pu le constater avec mon parcours. J'ai été en Afrique, dans différents pays avant d'être ici. Et franchement, je pense qu'en France, ici, pour quelqu'un qui est vraiment motivé pour faire de la recherche, tous les dispositifs qui sont disponibles actuellement sont largement suffisants pour faire de la recherche. Maintenant, après, comme je le dis, peut-être que je suis mal placé pour poser cette question parce qu'on n'a pas la même réalité en Afrique ici. Et donc, c'est avec cette comparaison que je réponds ici. Peut-être que si vous posez la question à d'autres personnes qui ont vécu uniquement en Europe, ils pourront vous donner d'autres réponses qui peut-être seront plus claires. Mais je pense que moi, personnellement, avec tous les dispositifs que j'ai vus avec la bibliothèque en ligne, les ressources électroniques, avec les budgets qui sont mis en place par les laboratoires et tout l'accompagnement des doctorants, tous les comités scientifiques qui sont constitués, les comités de suivi, de thèse, les réunions de pôle, tout ça. Quand je regarde tout ça, je me dis que c'est vraiment une recherche qui est disponible ici pour les chercheurs en Québec ici. Maintenant, comme je le dis, peut-être que je ne suis pas objectif. En comparaison avec d'autres situations que je dis ça. Donc voilà ce que je peux apporter comme réponse. C'est une bonne question. Je sais que moi, peut-être que je ne l'ai pas dit aussi, je suis en gestion et donc le laboratoire à l'IPEC ici qui est spécialisé en gestion, c'est l'IRG, l'Institut de recherche en gestion. Et dans ce laboratoire, pour être doctorant, pour intégrer ce laboratoire en tant que doctorant, vous devez justifier de vos revenus en fait. Quand je dis revenus, c'est plutôt le financement en fait, de la thèse. Si vous n'avez aucun financement, vous ne serez pas accepté. Donc le financement peut venir de plusieurs manières. Ça peut être peut-être un stage que vous faites, ça peut être des fonds propres que vous avez dans votre compte, je pense que c'est à hauteur de 100 000 euros pour les 4 ans de formation, 3-4 ans de formation. Ça peut être une bourse doctorale. Moi personnellement, j'ai eu un contrat doctoral, c'est un contrat que j'ai signé avec l'université. Ça peut être une bourse d'une institution quelconque, ça peut être votre gouvernement, ça peut être le gouvernement français, ça peut être une ambassade, ça peut être même une entreprise, ça peut être un contrat CIF, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, un contrat CIF, c'est un peu comme un stage que vous faites dans une entreprise, mais c'est un CDD en fait. Et c'est dans le cadre de. C'est-à-dire que vous travaillez dans une entreprise et vous travaillez sur un sujet de recherche qui intéresse l'entreprise. Et l'entreprise vous finance derrière. Donc c'est un peu comme le contrat d'alternance qu'on pratique en licence et en master. Mais ça s'appelle le contrat CIF en thèse. Donc, pour répondre à cette question, je pense que ça dépend du laboratoire. Et dans notre laboratoire, tous ceux qui sont dans le laboratoire ont un financement. Maintenant, après, quel type de financement je saurais répondre. Peut-être la question qui peut être formulée concernant notre laboratoire, c'est comment on fait pour octroyer, comment on fait pour octroyer un financement à toutes ces personnes-là. Parce que finalement, on vous dit, si vous n'avez pas de financement, vous ne serez pas accepté en doctorat. Donc finalement, est-ce que le laboratoire vous doit trouver des financements ou si c'est vous qui devez venir avec vos propres financements, comment est-ce que vous faites? Donc, en tout cas, chez nous, à l'IRG, tout le doctorant, avec cette condition-là, le doctorant a un financement quelque part. Et après, bon, quand vous commencez la thèse, même si après vous n'avez pas de financement, l'université vous propose, par exemple, des contrats de type ATR, je ne sais pas si vous connaissez.
ATR, c'est le contrat, ça s'appelle attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'est-à-dire, c'est un contrat que vous signez avec. En fait, c'est un poste. Vous avez le profil d'un compte, vous le dites, le profil d'enseignant-chercheur. C'est, disons, en CDD, en fait. Et donc, vous donnez le cours et vous faites vos recherches. Donc, ça permet aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à finir la thèse dans le temps, comme moi, par exemple, actuellement, je suis en ATR, je suis la quatrième année, ça me permet d'avoir un financement supplémentaire et de continuer ma recherche. Donc après, voilà, comment est-ce qu'on fait pour trouver des financements pour tout le monde, pour qu'un étudiant ou une personne qui a vraiment les compétences, les capacités et la motivation nécessaire pour faire de la recherche ne soit pas exclue de ceci parce qu'il n'a pas de financement. Donc je pense que concernant le laboratoire dans lequel je suis, quelques questionnements peuvent être orientés dans ce sens-là. Le premier, je l'avais déjà donné, c'est l'anglais surtout. Le conseil que je dirais fondateur, ou je dirais fondamental, le principal conseil, c'est de venir dans la recherche, de venir en recherche par passion. Il ne faut pas venir dans la recherche parce que je vais avoir le diplôme le plus élevé de l'université ou parce que j'étais l'ami qui fait le doctorat, donc je vais aussi faire. Ou parce que ben, j'ai la possibilité seulement de faire de la thèse, de faire le doctorat, de faire de la recherche, donc je vais aller m'inscrire en doctorat. En doctorat, on vient en doctorat par passion, par envie de faire parce qu'on aime la chose. Parce qu'en doctorat, vous n'apprenez plus rien en fait. Quand je dis vous n'apprenez plus rien, on ne vous enseigne plus rien. Vous faites vous-même en fait. C'est vous-même qui construisez la connaissance. Donc lorsque vous finissez votre diplôme de master, vous avez toutes les connaissances nécessaires qu'il vous faut pour travailler en entreprise. Vous n'en avez pas besoin. Après, c'est vrai, les entreprises vont vous demander d'avoir au moins 2, 3 masters, de parler peut-être 6 langues. Ça, c'est autre chose. Ou d'avoir une expérience de 10 ans. Ça, c'est autre chose. Mais quand vous avez votre master, vous avez le diplôme nécessaire pour occuper n'importe quel poste dans une entreprise. Après, je ne dis pas que vous allez occuper ce poste-là tout de suite. Vous vous demandez peut-être de l'expérience, vous demandez des validations d'acquis après et tout. Vous demandez des résultats concrets pour pouvoir avoir ce poste-là. Mais le master suffit. Maintenant, le doctorat, comme je l'ai dit, c'est lorsque vous voulez faire de la recherche. Vous faites de la recherche par passion. Parce que dans la recherche, on ne va pas se flatter. C'est pas parce que c'est le diplôme le plus élevé que vous avez le salaire le plus élevé. Ça, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, la personne ne vous a pas dit la vérité. Dans la recherche, en quelque sorte, on se sacrifie pour les autres. C'est un métier qu'on fait. C'est vrai, il y a des avantages, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de se lever à 5 heures du matin. On peut se lever en hiver, on peut se lever peut-être à 9 heures plus tard que prévu. On peut travailler de chez soi. On peut travailler à partir d'une plage. On n'est pas obligé de venir au bureau forcément pour travailler, sauf si on a des responsabilités administratives. Par exemple, si vous êtes responsable d'un master ou vous avez des cours à donner, là, vous êtes obligé d'être là. Mais si c'est juste pour la recherche, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans... Donc, il y a cet avantage-là, cette flexibilité-là, d'avoir son temps à soi-même. Et on n'est pas obligé de venir également en costume, comme peut-être certaines entreprises l'exigent. Par exemple, moi, je viens pour faire l'entretien comme je veux avec les vêtements que je préfère. Si c'était en entreprise, peut-être dans la banque où je travaillais, ben, ils allaient exiger que je sois en costume, cravate, parce que je représente derrière la banque. Il ne faudrait pas que j'aille m'asseoir comme je veux. Donc là, on est libre voilà, de choisir ce qu'on aime. On peut laisser la barbe comme on veut, pas comme dans certaines banques ou certaines entreprises où c'est pas possible. Franchement, on est libre. Ça, c'est l'avantage de la recherche. Mais côté financier, franchement, si vous voulez vous enrichir tout de suite, c'est pas le chemin en fait. Parce que c'est vrai, un chercheur, il vit bien, en tout cas, il a les nécessaires qu'il faut. Mais si vous voulez avoir un salaire, je sais pas, de tout de suite 5 000 ou bien 8 000 euros, c'est pas le chemin à choisir. Donc, on vient dans la recherche par passion, parce qu'on aime ça. Et aussi peut-être parce qu'on aime, on aime le milieu académique. Moi, personnellement, ça fait 3 ans maintenant que j'enseigne et chaque année, je découvre de nouvelles personnes. Et souvent, j'ai des anciens étudiants qui m'écrivent sur LinkedIn. Ah, monsieur, j'ai eu un poste dans telle entreprise. Je vous remercie pour voilà, les conseils que vous nous avez donnés dans le cadre de votre cours, que vous nous avez donné des idées pour pouvoir mettre en avant nos profils sur Internet, par exemple, des trucs de ce genre. Ça fait plaisir souvent d'avoir ces retours-là. Donc, si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas à aller dans la recherche. Mais si c'est pour, franchement, avoir comme je le dis,
être riche tout de suite, c'est pas le chemin. C'est vrai, je ne dis pas qu'en tant que chercheur, on ne peut pas être riche parce que vous pouvez être chercheur et peut-être découvrir je sais pas, faire une découverte que vous allez derrière breveter et finalement, tous ces revenus de brevet, vous les recevez ou encore il y a des chercheurs qui ont écrit des livres qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Et là, ils sont retrouvés tout de suite millionnaires. Mais si 100 chercheurs, peut-être qu'il y en a qu'un qui est dans ce cas-là. Ou peut-être si vous êtes dans la recherche, je ne sais pas, en mécanique ou en informatique, comme je prends le cas de Mark Zuckerberg, ben, ils sont dans un cas de transformation du monde, de ce qui est vraiment concret avec la technologie. Donc avec ça, vous pouvez être également un milliardaire. Mais c'est surtout, moi je parle personnellement dans le cas des sciences sociales, notamment en gestion, en sociologie, en philosophie, même en économie. Pour être riche, c'est pas le. On ne vient pas à la recherche parce on veut se faire de l'argent, non. On vient parce qu'on aime faire de la recherche, on est curieux, on veut découvrir des choses, on veut travailler sur des sujets qui sont tout le temps nouveaux, on veut peut-être voyager, parce qu'on voyage beaucoup. Avec la recherche, lorsque vous êtes chercheur, vous êtes ouvert au monde en fait. Euh, Pratiquement aucun pays ne va vous refuser un visa. Parce que vous êtes chercheur, c'est votre travail de découvrir. Peut-être que votre recherche porte sur un sujet qui est au bout du monde. Donc, vous avez besoin de vous déplacer pour aller collecter ces données-là. Ou bien vous avez une conférence que vous devez animer quelque part, je sais pas, à Washington ou, je sais pas, à Honolulu ou, je sais pas, à Tokyo. Donc, on ne peut pas vous refuser de visa en tant que tel. Vous partez pour la recherche, pratiquement aucun pays ne va vous refuser l'accès à ces frontières. Donc ça vous permet de voyager, ça vous permet de découvrir du monde, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles choses. Donc c'est passionnant, c'est tout ça qui fait la passion de la chose. Mais côté revenu, vous avez le nécessaire qu'il vous faut voilà, pour vos besoins quotidiens. Et bon, peut-être, voilà, ce que je peux dire par rapport à ça. Donner, c'est vraiment venir à la chose avec la passion et surtout ne pas négliger les langues étrangères, surtout l'anglais, surtout l'anglais, surtout ça. Ce que je peux dire, c'est que tous ces sujets-là on sont en lien avec le digital en fait. Dans mon cursus, je suis plus spécialisé marketing digital. Donc, c'est tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que dans l'avenir, je, je me vois en train de travailler sur des sujets qui sont sur le marketing digital. Et vu que ça évolue, comme je dis, la recherche aussi évolue. Donc, peut-être dans 5 ans, il y aura de nouvelles réalités sur le digital. Et bon, ce qui va arriver, bon, si les sujets sur lesquels je compte travailler aujourd'hui sont toujours d'actualité, ben, je vais travailler là-dessus. S'il y a eu des recherches qui ont déjà été menées par d'autres chercheurs, soit bon, je vais voir comment moi je peux apporter, comment je peux contribuer, parce que on ne fait pas une recherche, on a tendance à dire qu'on ne fait pas une recherche qui a déjà été faite.